Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur Teler TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir qui portera sur la profanation de la tombe du cardinal Émile Biayenda. Assassiné le 23 mars 1977, 44 ans après, la tombe de l'unique cardinal que le Congo ait connu, Émile Biayenda, a été profanée dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021, alors que la communauté chrétienne s'apprêtait à célébrer la fête de la Nativité. À qui peut donc profiter ce double crime? D'abord son assassinat et maintenant la profanation de sa tombe. Mais signalons que c'est pour la troisième fois que cette tombe a été profanée en 2021. Tout ceci se passe alors que le Congo-Brazzaville est sous un couvre-feu relatif à l'état d'urgence sanitaire. Pour tenter de répondre à toutes ces préoccupations, nous recevons de nouveau sur notre plateau Maître Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Teler TV. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter bonne et heureuse année 2022. Merci donc d'avoir choisi Teler TV et vous avez eu raison. Restez donc avec nous. Bonjour, Maître Amédée Nganga. Bonjour, Monsieur Perrin, Christian. Je vous présente mes vœux de Nouvel An en cette année 2022 qui commence par cette émission et permettez-moi de vous dire que je vous remercie de faire en sorte que je puisse parler ce 2 janvier 2022 pour répondre à vos questions et surtout à vos préoccupations. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un réel plaisir, un plaisir partagé en ce début d'année 2022 et soyez donc le bienvenu sur notre plateau. Merci. Alors, Maître Amédée Nganga, il y a quelques jours de cela, notamment, je l'ai rappelé, dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier, la tombe de l'unique cardinal que le Congo ait connu, Émile Biayenda, a été profanée. À quelques heures, bien entendu, la célébration de la fête de la Nativité des chrétiens, bien entendu, et donc on constate évidemment ce qu'on pourrait appeler un crime. Nous revenons sur cette situation parce qu'évidemment, ce n'est pas pour la première fois, comme je l'ai dit d'ailleurs d'entre deux jeux, c'est la troisième fois que cette tombe a été profanée, dont l'année, la seule année bien entendu, de 2021. Cet acte se produit alors que le Congo-Brazzaville est sous un couvre-feu relatif à l'état d'urgence sanitaire. À qui peut donc profiter ce crime? Vous venez de poser la question de savoir, compte tenu de la profanation de la tombe de l'unique cardinal que le Congo ait eu jusqu'à ce jour du moins, sa tombe a été profanée, quelle serait éventuellement la réponse à donner et les impressions que cela nous laisse compte tenu de cette situation. Oui, si j'avais à intervenir très rapidement, mon cher Perrin, la profanation de la tombe du cardinal équivaut simplement à un deuxième assassinat. Ça va de soi. Un deuxième assassinat qui va s'articuler autour de quoi? Autour de l'absence, jusqu'à présent, de justice autour de la question tant de son assassinat que certainement de la profanation de cette tombe-là dont vous avez rappelé, c'est la troisième fois. Mais permettez-moi de dire quand même qu'aujourd'hui, par rapport à cette profanation, j'espère que l'Église catholique, la famille du cardinal Émile Biayenda ont déposé plainte, ou du moins, si l'information a été ouverte par le parquet, ils se sont constitués partie civile pour en savoir un peu plus compte tenu des enquêtes qui doivent être menées logiquement. Donc, de ce point de vue, j'espère qu'aujourd'hui, on ne mettra plus en place une commission d'enquête pour savoir qui a été à l'origine de la profanation, mais on sera en face d'une enquête policière et donc d'une enquête judiciaire avec la saisine des organes judiciaires habilités à élucider ce crime qui venait d'être perpétré dans les conditions que vous avez indiquées, Monsieur Perrin. Mais la question de cette profanation pose une autre, celle de son assassinat, qui n'a jamais été élucidée.
l'assassinat du cardinal Émile Biayenda qui se passe dans la période de 77, vous l'avez rappelé, juste après l'assassinat du président Marien Ngouabi, n'a jamais été élucidé, de la même façon que le procès ou l'enquête sur l'assassinat de Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu. Eh bien, l'enquête sur l'assassinat du cardinal Émile Biayenda n'a jamais eu lieu. Et donc, l'irrespect du visage, presque j'allais dire divin, en lui ôtant la vie, sans pour autant que personne n'ait pu être poursuivi pour élucider, j'allais presque dire, ces deux crimes siamois, c'est-à-dire le crime de Marien non élucidé, le crime du cardinal Émile de Biayenda non élucidé, deux hautes personnalités de cette époque, pour l'un dans la société civile parce que président de la République, pour l'autre autorité morale dans la religion parce que cardinal. Donc, ces deux crimes siamois n'ont jamais été élucidés à ce jour et peut-être cela justifie le non-respect de sa dépouille à l'intérieur de la cathédrale, d'où la profanation dont vous faites état et dont l'Église a fait état. Et l'émotion que cela entraîne montre bien que les gens, aussi bien ceux qui ont assassiné, mais je m'en irai vous expliquer, parce que pour moi, en fait, je sais qui est à l'origine de ces actes-là, et je vais m'expliquer là-dessus. Puisque l'Église catholique dit avoir déposé plainte contre X, est-ce que par la même occasion, elle ne peut pas relancer le procès contre X sur l'assassinat, bien entendu, du cardinal Émile Biayenda, puisque 44 ans après, les Congolais ne savent toujours pas les circonstances dans lesquelles le cardinal avait été assassiné, ils ne savent pas qui sont les auteurs. Est-ce que le moment n'est pas venu pour relancer finalement le procès sur le cardinal Émile Biayenda? Je le dis simplement parce que dans une lettre, je ne sais pas si vous l'avez lu, une lettre datée du 23 mars 1977, le jour même de l'assassinat du cardinal Émile Biayenda. Denis Sassou Nguesso a adressé une lettre à sa sainteté, le pape Jean-Paul VI, disant que le cardinal Émile Biayenda venait d'être assassiné par un groupe de 3 personnes qui feraient partie de la famille de Marien Ngouabi, et qu'ils ont agi par vendetta familiale, c'est-à-dire par la haine familiale, une sorte de vengeance. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne nous donne pas les détails sur l'identité de ces criminels. Est-ce que le moment n'est pas venu où il faut relancer ce procès pour finalement savoir la vérité sur les circonstances de l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, mais aussi connaître les auteurs de ce crime odieux? Mais vous venez de me donner une très bonne information. Si pour sa profanation, l'Église catholique a déposé plainte contre X, alors comment il en serait autrement de son assassinat? Comment il pouvait en être autrement de son assassinat? Et oui, bien sûr, la question de la profanation, en réalité, permet d'ouvrir aujourd'hui, puisque jusque-là, cette question n'avait jamais été abordée, la profanation pose et permet, si vous voulez, d'aller véritablement vers la recherche des causes ou des auteurs de l'assassinat du cardinal Émile Biayenda. Oui, évidemment, l'Église catholique, il est temps, et d'ailleurs c'est très bien, s'il a commencé simplement par la profanation, il est question aujourd'hui de déposer plainte pour l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, et il ne faut pas qu'il se trompe par un soi-disant temps qui se serait écoulé pour se prévaloir de la prescription, parce qu'en réalité, le criminel, l'auteur du crime contre le cardinal Émile Biayenda, vit encore et exerce les fonctions de président de la République, de sorte que le criminel ne peut pas prescrire. Lorsque vous dites que le criminel vit encore et il est président de la République, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précis pour l'intérêt, bien entendu, de nos téléspectateurs? Bon, vous savez, j'ai pour habitude d'être franc et je dis les choses telles que je les connais. Monsieur Sassou Nguesso,
criminel acharné, a été à l'origine de l'assassinat du cardinal Émile Biaïda. Je répète, Monsieur Sassou, criminel acharné, a été à l'origine de l'assassinat du cardinal Émile Biaïda. J'imagine que la question qui va venir serait de me dire, mais comment vous le savez? Monsieur Perrin, le cardinal Émile Biaïda est assassiné. Aucune enquête n'a jamais été menée. Aucune enquête à ce jour n'a jamais été menée. Mais je vais vous faire la surprise. Maître Abedeganga, vous allez devoir m'excuser de vous arrêter un instant. Vous dites qu'aucune enquête n'avait été menée, alors que dans la lettre, bien sûr, du 23 mars 1977, la lettre adressée à sa sainteté le pape Paul VI, Denis Sassou Nguesso explique comment les circonstances, bien entendu, de l'assassinat du cardinal Émile Biaïda. C'est un groupe de 3 personnes qui ont dû venger la mort du président Marien Ngouabi. Donc, 3 personnes faisant partie de la famille Marien Ngouabi qui ont assassiné le cardinal Émile Biaïda par haine familiale. Voilà, c'est comme ça qu'il explique ça. Monsieur Perrin, je vais déjà vous lire ce courrier-là et vous allez voir quelles sont les failles. Il y a l'aveu là-dedans de Monsieur Sassou qu'il est à l'origine des crimes commis, du crime commis sur la personne du cardinal Émile Biaïda. Et je vais vous expliquer cela. Regardez ce qu'il écrit, Sassou. Dans cette lettre-là, il y a 2 points qu'il faut voir. Premier point, le titre. Le comité militaire du parti au pape Paul VI. Le 23 mars, il n'y avait pas encore la composition du comité militaire du parti. Est-ce que vous me suivez? Il y avait l'acte 005 de Tchister. Il y avait l'acte 005 de Tchister permettant au comité militaire du parti, avec aucune désignation, d'accord? Et donc, un organe qui est créé, qui n'a pas une composition, qui n'a pas les moyens de fonctionnement, comment ce comité militaire, donc qui n'existe pas encore, pouvait écrire au pape Paul VI? Premier point. Comment lui, qui n'était pas membre du comité central, puisqu'on ne le savait pas membre du comité militaire du parti, qui n'était pas encore créé, comment a pu-t-il écrire en l'intitulant comité militaire du parti au pape? Deuxième élément, regardez la fin du courrier. Là, c'était le pape Paul VI, cité du Vatican, pour le comité militaire du parti, commandant Denis Sassou Nguesso. Commandant, il était qui? Mais il n'était pas au comité militaire du parti. Le comité militaire du parti n'existait pas encore. Il avait été créé, mais dans ses fonctions et dans sa composition, il n'y était pas. Donc, comment pouvait-il écrire au pape sur la base d'un organe qui n'existait pas encore? Donc, si j'ai bien compris, il aurait été légitime que ce soit Jean-Pierre Tchister-Tchikaya. Bien sûr, ou le premier ministre de l'époque. Mais en plus, mais je vais aller pas à pas, mon cher Perrin, pour vous faire comprendre. Le cardinal est assassiné le 23, n'est-ce pas? Monsieur Sassou, le 23, est déjà au courant de ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qu'a écrit Monsieur Sassou, commandant, et pour le comité militaire du parti. D'accord? Il écrit au nom du comité militaire du parti, donc, comité militaire du parti dont il ne fait pas encore partie, dont il ne fait pas encore partie dans l'acte 005. Parce que le comité militaire du parti, pour rappel, ne sera mis en place que vers le 5 avril 1977. Et c'est là où on nous connaîtra donc et les pouvoirs et les membres du comité militaire. D'accord? Or, avec l'acte 005 de Tchister, le comité militaire du parti est créé, mais il n'y a aucune composition et aucune fonction. Mais lui, M. Sassou, parle déjà au nom du comité militaire du parti. Comment a-t-il fait? Était-il déjà porte-parole alors qu'il n'y avait aucune composition? Et donc, voilà les contradictions déjà qui apparaissent, pour vous montrer que les indices graves et concordants nous amènent à considérer que Sassou était l'assassin du cardinal Émile Biaïda, mais je vais encore m'en expliquer. Voilà ce qu'il dit. Au nom du comité militaire du parti, nous avons la profonde douleur de vous faire part de la disparition tragique d'un illustre fils de la famille chrétienne. Son éminence, le cardinal, a été enlevé et sommairement exécuté par un groupe de 3 personnes appartenant à la famille de feu président Marien Ngouabi. Je m'arrête simplement là. À quel moment une enquête avait été menée
pour que lui sache que ce sont les 3 membres de la famille de Marien Ngouabi qui sont partis enlever le cardinal et qui l'ont exécuté. Comment a-t-il fait? Si j'ai bien compris, maître, c'est-à-dire le même jour de l'assassinat, c'est-à-dire le 23 mars 1977, jour de l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, Denis Sassou Nguesso adresse dans le même temps une lettre à sa sainteté, le pape Paul VI, dans laquelle il explique, bien entendu, que le cardinal a été assassiné par un groupe de 3 personnes par vendetta familiale. Et donc, il connaît donc même il connaît donc la motivation, ce qui a poussé ces jeunes ou ces personnes non identifiées encore d'aller assassiner le cardinal. C'est bien cela. Exactement. Vous voyez ce qu'il dit. Cet acte odieux a été commis par des individus passionnés. Comment il le sait? Y a-t-il eu un procès qui a permis de dire que ces individus étaient passionnés? Les 3 individus, ils ne donnent pas les noms. Et par ailleurs, où sont-ils passés ces 3 individus? Et c'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave, M. Perrin. Ces 3 individus ont-ils été exécutés? Et s'ils ont été exécutés, par qui? Or, souvenez-vous, à la conférence nationale, il avait été indiqué que c'est M. Sassou qui avait envoyé des gens chez le cardinal pour l'amener vers le comité militaire du parti. Il avait été convoqué par M. Sassou. Et Yombi le dit. Maintenant, posez la question à Sassou. Il était qui, lui, pour envoyer des gens pour aller prendre le cardinal afin qu'il se présentât à eux? Pour quel motif? Il était qui, lui? L'autre est cardinal, donc plus élevé que lui. Et il convoque un cardinal. Lui, il était qui pour convoquer un cardinal? Et par la suite, le cardinal n'est plus jamais reparti à la cathédrale. Alors, déjà, il était qui, lui, le 23, pour convoquer le cardinal? Pourquoi? Et c'était à quel effet? Il ne le dit pas. Ensuite, donc lui, en même temps, il est le tribunal. Il sait qu'il y a eu 3 personnes qui étaient passionnées de Marien Ngouabi. Et ils sont partis donc exécutés. Donc vous voyez que même là, il y a un élément, un petit détail qui est très important ici, c'est que plus loin, il dit ces personnes sont allées assassiner le cardinal Émile Biayenda parce que le cardinal était en audience avec Marien Ngouabi 24, donc la veille de son assassinat. Apparemment, il connaît tout cela et la question, c'est comme vous l'avez dit, à quel moment a-t-il su tout cela? Donc ces 3 personnes-là, ben oui, donc est-ce que ces 3 personnes-là sont passées devant une juridiction? Est-ce qu'ils sont passés devant, et devant quelle juridiction? Et qui a mené cette enquête-là qui permet de dire qu'ils étaient 3, que les motivations, c'était parce que le président... Alors, le président Marien Ngouabi, avoir reçu le cardinal était un délit. Alors, moi, ma question était donc de savoir... Ce sont ces motifs que la radio-télévision congolaise avait répercuté sur la population. Ah non, le cardinal est parti prendre le pouvoir de Marien Ngouabi. Vous voyez, des idées bêtes qui ne correspondent qu'à la médiocrité de M. Sassou. Parce que, souvenez-vous, s'il y a eu un procès, est-ce qu'il y a eu une enquête pour que M. Sassou puisse écrire ce qu'il a écrit à qui? Chez le pape. Donc, vous voyez, M. Sassou ment même au pape. Il ment. Et ça s'appelle l'ambochini. L'art d'user du mensonge au service du crime. Vous voyez, il ment même à un pape. Le cardinal est assassiné le 23. Donc, lui, il a fait le procès, il a fait l'enquête. Et vous voyez, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à la commission d'enquête. Donc, vous voyez à qui, lorsque il dit les 3 personnes, est-ce qu'il y a eu un procès qui a permis à la famille Biayenda, à l'église, de se constituer partie civile? Posez la question à Sassou. Quelle est la juridiction et qui était à l'origine de l'enquête de ces 3-là? Et quels sont leurs noms? Et aujourd'hui, ils sont où? Donc, vous voyez, c'était des témoins gênants. Or, il se trouve que c'est M. Sassou qui avait envoyé ces personnes-là pour aller chercher le cardinal et l'amener au comité militaire du parti. Et par la suite, sur ses ordres, ils sont partis l'exécuter. Maman, il le dit. Donc, vous voyez, dans cette lettre-là, il y a la trame de l'aveu de Sassou. Parce que sinon,
comment a-t-il su tout ce qu'il a dit dans cette lettre-là? Il n'y a pas eu d'enquête de police. Aucune juridiction n'a été saisie. Ça correspond à quoi? Ça correspond exactement à la commission d'enquête pour l'assassinat de Marien Ngouabi. Et là aussi, il n'y a pas eu d'enquête, mais Sassou a trouvé des auteurs à travers la commission d'enquête pour tuer des innocents. Je reviendrai là-dessus. Si vous voulez bien, je vous ferai la démonstration. Oui, mais puisque nous y sommes déjà, parce que là, on parle, sinon, le mobile même de l'assassinat du cardinal Émile Biaïna, c'est le fait qu'il ait rencontré le président Marien Ngouabi la veille, bien entendu. Oui. Donc, nous y sommes. Est-ce que, pour autant, on peut, disons, l'État congolais peut-il relancer le procès, sinon les procès sur l'assassinat Marien Ngouabi et Émile Biaïna et naturellement, puisqu'il y a eu deux présidents qui avaient été tués dans la même période, il y a aussi Massamba Deba. Est-ce que, après tout ce temps qui s'est écoulé, l'État congolais peut relancer tous ces procès? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État congolais actuel avec le criminel à la tête. Non. Il faudrait qu'il y ait une autre organisation qui arrivera. Vous voyez, je vais vous donner un exemple assez simple. Vous avez suivi le procès du président Sankara. Vous avez vu comment Compaoré a fui de se présenter devant sa propre justice, la justice de son pays, alors qu'il prétendait que c'était pas lui qui avait tué Sankara. Donc vous voyez, il faudrait que les choses changent. Et pour les changer aujourd'hui, Sassou sait que nous savons maintenant tout. Donc, l'enquête sur la mort de Marien Ngouabi, l'assassinat de Marien Ngouabi, je répète, n'a jamais fait l'objet d'enquête jusqu'à ce jour. C'est à se poser la question, est-ce que Marien Ngouabi est vraiment mort? Parce que pour savoir que la personne a été assassinée, il faut qu'il y ait une enquête. Est-ce que vous comprenez, M. Perra? Oui, mais c'est la question que je me posais, Maître Amédée Ganga. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, son épouse, je parle de Céline Ngouabi, s'est tue, a gardé donc silence et n'a jamais porté plainte. Et puis on se pose la question de savoir quel est finalement son statut dans cet assassinat-là. Est-elle victime ou complice? Oui, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis que Marien Ngouabi avait été tué, elle n'a jamais déposé plainte, même pas ses enfants, à ce que je sache. Voilà pourquoi moi je posais la question de savoir est-ce que l'État congolais, parce que là c'est quand même un président de la République qui a été tué. Bien sûr. Est-ce que l'État congolais ne peut pas, par exemple, relancer le procès sur la mort, sinon l'assassinat de Marien Ngouabi? Non, mais je suis tout à fait d'accord. L'État, mais pas celui-là. Oui, le procès Marien Ngouabi s'ouvrira de nouveau. Parce qu'une enquête sera faite en bonne et due forme. Et que lorsque vous parlez effectivement de Madame Marien, ça revient à cette représentation absurde que je pourrais vous faire. Madame Céline Ngouabi n'ayant jamais déposé plainte, ne s'étant jamais plainte de l'assassinat ou de la mort de son mari, on peut présumer que Marien Ngouabi existe encore. Vous voyez? On peut présumer que Marien Ngouabi existe encore parce que pour qu'il soit considéré comme mort, il faudrait qu'il y ait un membre ou des membres de sa famille qui signalent à la justice que notre membre de la famille, mon mari, mon père, ma fille, mon fils, etc., a disparu ou en tout cas a été assassiné. Et ça permet à ce que la justice soit saisie. Mais dans le cas de Marien Ngouabi, le cas est flagrant. Donc, le parquet de la République devait immédiatement se saisir de ce dossier. Or, à ce jour, le parquet de la République ne s'est jamais saisi de ce dossier-là. Donc, on présume que Marien Ngouabi vit encore. Donc, les familles de Marien Ngouabi, le Parti congolais du travail, et puis les associations sur la mort de Marien Ngouabi doivent nous dire ou doivent se constituer pour savoir où se trouve Marien Ngouabi. Parce qu'à ce jour, le parquet de la République ne s'est jamais saisi de ce dossier. Et comme à ce jour aussi, aucune plainte n'a jamais été déposée.
Donc, vous voyez que là aussi, les familles Kouyou, les familles de Marien Ngouabi, tous ceux qui pensent être en lien avec la famille de Marien Ngouabi ont l'obligation de déposer plainte parce qu'à ce jour, Marien Ngouabi ne peut pas être considéré comme mort puisque aucune enquête n'a jamais été menée. Sauf s'il y a quelqu'un qui viendrait me contredire pour me dire si l'enquête sur la mort de Marien Ngouabi a été menée. À ce jour, non. Or, la mort de Marien Ngouabi n'a été que l'ascenseur à partir duquel Sassou a instrumentalisé la tribu. Donc, les conflits tribaux. Donc, s'agissant de Marien Ngouabi, il s'agit d'un Kouyou Marien qu'on a tué et non d'un Marien Kouyou. Pourquoi je le dis? Parce que Sassou met en priorité la tribu avant l'individu. Et c'est ça qui l'a amené de dire Bakongo, Babomi, Marien Ngouabi. Autrement dit, les Bakongo ont tué un Kouyou. Et donc, est-ce qu'il faisait allusion au cardinal Émile Biaïnda, puisque dans sa lettre, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'il s'adresse à la sainteté, le pape Paul VI, il dit que le cardinal a été assassiné parce qu'il était en audience avec Marien Ngouabi la veille de son assassinat. Et lorsqu'il dit que les Bakongo, Babomi, Marien ou Ngouabi, est-ce que c'est du cardinal Émile Biaïnda qu'il s'agissait? Mais ou bien sûr. Il faisait allusion au cardinal Émile Biaïnda, c'est cela? Mais bien sûr, l'assassinat du Kouyou Marien par le Moshe Sassou, qui n'assume pas ce crime-là, il le fait peser sur les Bakongo. Et donc, les Kouyous réagissent au quart du tour. Et c'est ce qu'il dit. Ce sont les trois personnes-là, je ne sais pas quoi, qui sont partis tuer le cardinal. Ça permet de dire que les Kouyous là de Ngouabi sont partis se venger sur la personne du cardinal. Est-ce que vous comprenez ça? Sassou manipule donc. Qu'est-ce qu'il attendait à ce moment-là? À quoi devait-il s'attendre? Mais non, M. Sassou s'attendait à une guerre fratricide. À défaut, il vous met en opposition, la tribu Kouyou et la tribu, il tire les marrons du feu, alors qu'il s'agit de lui, Moshi, qui a tué le Kouyou. Mais il fait peser ce crime-là sur les Bakongo. Et il utilise les Kouyous pour aller tuer le cardinal. Ce qui veut dire quoi, Monsieur Perrin? Ce qui veut dire que les Kouyous et les Bakongo ne doivent plus s'attendre. Les uns ont tué Marien et d'autres ont tué le cardinal. Donc, le hiatus est là. Ils se regardent en chaîne de faïence. Et entre les deux qui s'opposent, à qui profite le crime? Au Moshi, qui a fait penser que les Kouyous, Marien Ngouabi Kouyou, a été tué par les Bakongo. Et c'est ça que jusqu'à présent, M. Sassou manipule. Mais j'irai encore plus loin. Donc, vous voyez, il vous met en situation. Mais qu'est-ce qu'il fait encore, M. Sassou? Il organise avec sa commission d'enquête. Il va faire exécuter des Bakongo entre les mains de qui? De Okoko et de Asemekong. Et donc, du coup, la confrontation prend encore de l'ampleur. Et Sassou est capable d'aller dire chez les Kouyous, si vous me lâchez, mais c'est vous qui avez tué les Bakongo. Donc, vous voyez, voilà comment Sassou aujourd'hui s'élève autour de ces conflits-là qu'il tire pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Or, il se trouve que les Kouyous, en réalité, Marien Ngouabi Kouyou a été tué par Sassou. Et vous voyez, il fait croire aux Kouyous que ce sont les Bakongo. Et ensuite, il mutualise le crime entre les mains de Kouyou pour comme enfoncer les Kouyous dans les crimes contre les Bakongo. Donc, d'abord le cardinal, et ensuite viendra, mais nous reviendrons sur cette question-là, Massamba Débat, et ensuite, les 11 ou les 12, avec le procès où il y a eu un Kouyou, l'avocat général, donc le commissaire du gouvernement qui est Okoko,
dont il savait qu'ils étaient perméables à la haine contre le Poul ou contre les Congos. Donc Sassou a attisé à partir de ces crimes-là. D'accord? Et il y a, Okoko vous dit que les dossiers qu'il a eu pour le procès, entre guillemets, le faux procès Marien Ngouabi, il a reçu le dossier de qui? De Sassou. Donc les couillous sont tombés dans ce piège. C'est Sassou qui a constitué le dossier, c'est cela? C'est Sassou qui a constitué le dossier et qui le donne à Okoko, dont il sait que dans cette furie de la haine contre les Congos, eh bien, il ne va pas reculer, il va les exécuter. Et donc après, il tient les couillous sur ça. Il dit, si vous me lâchez, rappelez-vous du discours de Talangay. Il dit exactement la même chose. Si vous me lâchez, eh bien, moi, si à 11h je suis parti, eh bien, vous à 15h, vous n'existerez plus. Pourquoi? Mais parce qu'il les tient avec tous ces crimes qu'il leur a fait faire. Et donc, quand Yombi, on demande, même lorsqu'on demande à Yombi la grâce, Yombi ne se rend même pas compte qu'il n'a pas la qualité de président de la République. Il ne se rend même pas compte. Mais il est content de se dire qu'il est président de la République et donc il ne donne pas la grâce. Et donc, du coup, il s'enfonce encore de plus belle dans la haine entre les Kouyou et les Bakongo. Et lui, Sassou, à la suite de ce conflit, il vient au milieu. Il va dans la partie sud, après avoir tué Kimbwalankaya, Kikadidi. Il fait l'alliance de revers avec le Nibolande, il se passe pour celui qui est bien. Et dans le pool, il saisit d'un côté, soi-disant, le conflit Congo et Kinkala. Donc, il fait tuer le cardinal, mais il le fait passer pour avoir été fait par les Kouyou, alors que c'est lui. D'accord? Il le fait tuer les gens de Boko par le procès, le faux procès. Là aussi, c'est toujours les Kouyou. Et lui, il fait l'alliance avec Kinkala et Boko. Il se passe pour celui qui est bien. Et les gens de Boko est-ce qu'on peut penser... Oui, très important. Les gens de Boko et de Kinkala partent maintenant, tous deux, ils partent vers leurs criminels. Ils font maintenant alliance avec leurs criminels. Ce que je dis, il faut que les gens du Sud qui sont rentrés dans un conflit dont ils ne gèrent même pas les tenants et les aboutissants, ça part de là. Kimbwalankaya est assassiné, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une enquête sur Kimbwalankaya? Mais qui a commandité cet assassinat-là? Tout a été en haut de ces conflits que lui, il attise. C'est lui l'auteur de tous ces crimes. Voilà pourquoi j'insiste encore pour dire que les autres communautés au nord, vous êtes rentrés en conflit avec vos frères du sud par la manipulation d'un médiocre criminel qui est Sassou. Donc, il nous appartient. Et comme je l'ai dit, la souris du nord, la souris du sud, vous êtes mangés tous par le même chat. Et il est temps aujourd'hui que chacun se réveille et se lève pour regarder en face. Ce que je viens d'expliquer, je crois que personne n'a jamais su ce que c'est. Sassou s'élève, instrumentalise la tribu, il instrumentalise les tribus pour que vous vous affrontez et lui, au milieu, il apparaît comme, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, non? Il est l'homme de la paix. C'est-à-dire qu'en bas, vous les tribus, vous vous battez, lui en haut, c'est l'homme de la paix. Donc, est-ce que, Maître Amédée Ganga, est-ce que c'est ce qui justifie, évidemment, puisque vous parlez de la manipulation des ethnies ou des tribus, on se souviendra donc en 1987, Denis Sassou Nguesso a lancé une expédition militaire sur Ikonongo pour rechercher le capitaine Pierre Onga qui, en réalité, était prêt à dévoiler le secret sur l'assassinat de Marien Ngouabi. Que je vous propose d'abord de suivre ce testament, quelques minutes, bien entendu, avant de continuer, et cela, bien entendu, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, afin de mieux comprendre le contexte, les questions et les réponses qui vont suivre. Suivez. Cette fois-ci, le président Sassou ne fera jamais scander à la radio, comme dans les meetings, comme ce fut le cas en 1979, à Ba et Congo et les éconguistes. Les couilles danser et Congo, parce qu'il nous fallait leur expliquer la situation réelle et leur faire comprendre que les couilles en ont assez des manœuvres et manigances du président Sassou
contre notre tribu Kouyou, tribu du président Marien Ngouabi. Écoute, cette fois-ci, la tribu Kouyou, ou bien elle devra disparaître, ou bien elle devra toujours continuer à exister, et ainsi nous aurons sauvé notre honneur contre toutes ces injures, ces offenses, et par là nous aurons sauvé avec notre tribu la mémoire du président Marien Ngouabi. Comprenant tout l'imbroglio du problème, camarades Gonzia, je vous dis ceci. 1. Je sais que vous avez reçu des instructions de la part du camarade Sassou pour enlever ma barrière. Écoute, par tous les moyens, vous tenez à réaliser cette opération. Je vous dis encore, une fois de plus, que vous ignorez les conséquences d'une situation grave pour le pays. 2. Je sais que le commandant des zones, le lieutenant-colonel Malonga, qu'on utilise par amour et respect des ordres qu'on reçoit de ses supérieurs dans une armée normale, dit bientôt: le président Sassou est le chef suprême des forces armées. Qu'à ce titre, tous ces ordres doivent être exécutés et qu'il est décidé à passer avec les militaires pour enlever ma barrière le 17 août 1987. Je sais que, du point de vue tactique militaire, on n'annonce pas à l'ennemi l'heure d'attaque, donc je sais déjà qu'il peut passer à tout moment. Il a bien raison, car très jeune officier encore, il ignore tout des réalités de notre pays. Il agit par conformisme et obéissance aux principes de toute armée qui se respecte. Je voudrais bien recommander au lieutenant-colonel Malonga la lecture de la brochure du président Marien Ngouabi, soldat du peuple, dans laquelle le président Marien Ngouabi définit les principes de notre armée et demande à tous les officiers et combattants de réfléchir avant d'exécuter tout ordre du chef supérieur, même quand il s'agit des ordres du chef suprême des forces armées. Dans notre armée, l'exécution aveugle des ordres qu'on reçoit de ses chefs supérieurs est totalement, complètement dépassée. Que le lieutenant-colonel Malonga fasse un effort de mémoire pour comprendre que lorsqu'en 1968, les ordres du chef suprême des forces armées, le président Alphonse Massamba Deba, ne correspondaient plus aux objectifs de la révolution et aux intérêts de la nation, sous la direction du camarade Marien Ngouabi, plus un seul de nos officiers et combattants ne les mettait en exécution. Alors, bien voilà, merci Maître, vous venez de suivre cet élément avec moi, c'est le discours du capitaine Pierre Anga, que les Congolais connaissent très bien, qui était bien entendu avec les Sassou Nguesso, mais qui est tombé en disgrâce parce qu'il voulait dévoiler le secret sur la mort de Marien Ngouabi, ce qui lui a valu d'ailleurs la mort, puisqu'après, Denis Sassou Nguesso a envoyé une expédition militaire dans le village d'Ikonongo. C'est le premier génocide d'ailleurs au Congo, parce que des villages entiers ont été rasés, brûlés, les populations ont été tués, comme ça s'est passé d'ailleurs dans le Poul. Et la curiosité, c'est que cette opération est confiée à un certain Malonga. Est-ce que c'était là aussi une façon toujours de continuer à attiser cette haine entre les Kouyou contre ceux du Poul, j'allais dire? Mon cher Perrin, vous voyez bien que c'est clair comme l'eau de roche. Ça relève de quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à ce Malonga? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de vous venger? Est-ce que vous comprenez? Il fait faire à Malonga, il dit, mais c'est l'occasion pour vous de vous venger. Mais de se venger de quoi? De l'assassinat du cardinal. Oui, des crimes que les Kouyou ont fait sur les Bakongo, alors que c'est un Mouchi qui avait tué un Kouyou. Donc, vous voyez, c'est triangulaire là. Comment était-il possible qu'on puisse exécuter un ordre comme ça, d'aller tuer des gens simplement parce que Anga voulait dire la vérité? Est-ce que la vérité était un délit en soi ou un crime? Donc, vous comprenez? Qu'est-ce que véritablement qui a pu occasionner
que l'on puisse poursuivre M. Anga jusqu'à la forêt et de commettre Ikongono. C'était quoi? Le délit, c'était lequel? Est-ce que vous comprenez? Le délit, le crime commis, c'était lequel? La déclaration existe encore, l'élément existe sur Internet, oui. On pourra afficher pour ceux qui voudront bien écouter ce discours de Pierre Anga. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Monsieur Malonga du Pool, vous avez là l'occasion de vous venger. Et donc, ça permet toujours d'attiser la haine. Mais lui, il n'est pas là. Lui, il n'est pas là. Mais maintenant, posez-vous la question, Anga avait fait quoi? S'il avait dit la vérité sur la mort de Marien Ngouabi, ça gênait qui? Ça gênait qui que Anga dise la vérité sur la mort de Marien Ngouabi? Est-ce que la justice n'avait pas besoin de ça? Monsieur Perrin. Évidemment, oui, je vous en prie, maître. On va aller un peu plus loin. Je vous en prie. Donc, ce Sassou-là est autorisé à tuer les gens. Ça ne vous pose aucun problème. Donc, ce Sassou, il tue un cardinal, il tue Marien Ngouabi, il fait disparaître Massamba Deba, il tue Kikadidi, Kimwalankaya, Anga. Donc, c'est normal. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est normal que ce monsieur se permette de tuer des gens comme ça? Quelle est la place d'un criminel dans une république? Je crois bien que c'est la prison. Et alors? Comment ça se fait qu'au Congo, nous pouvons laisser le criminel, le plus grand criminel de la pire espèce que Satan n'ait jamais créé, qu'on le laisse être président de la République? Sur la base de quoi? Donc, vous voyez que la conscience Kouyou s'est trouvée bridée par ces crimes-là. Et Sassou a mutualisé ces crimes-là. Donc, les pauvres, par rapport à ces crimes, ils arrivent maintenant à se dire, mais comment on peut faire? Mais moi, je dis que les Kouyou, vous n'êtes pas à l'origine, vous n'êtes pas les responsables véritablement des crimes commis sur les autres. Vous avez été simplement la main qu'on a chargée par le Mboshi Sassou. Parce que lui, il veut à tout prix les affrontements interethniques qui lui permettent. Et ça aussi, c'est des leçons qu'il faut tirer de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique fonctionne avec ces mêmes méthodes. Et donc, Sassou en est le parangon de cette méthode-là. Voilà pourquoi, 40 ans, il est toujours là, parce qu'il attise la haine. Et voilà, je vais aller un peu encore plus loin, mais je reviendrai sur votre question pour vous dire que Marien Ngouabi, l'enquête doit être ouverte. Les parents de Marien Ngouabi, je précise, les parents de Marien Ngouabi doivent déposer plainte. Les parents du cardinal Émile Biaïnda doivent déposer plainte. Parce que, ce que je vais vous dire encore, M. Perrin, M. Sassou, depuis ces assassinats-là, jusqu'à ce jour, il nous a imposé ce que j'appelle désormais la révolution permanente des crimes impunis et l'apologie et l'incitation à la haine tribale. Je reprécise et je dis encore, Monsieur Sassou nous a imposé la révolution permanente du crime impuni ainsi que l'apologie et l'incitation à la haine tribale. Et vous comprendrez désormais pourquoi un général a pu dire quel sera l'avenir de qui? L'avenir de qui? L'avenir de Mboshi. Parce qu'il sait, ce général sait, plus que tout le monde, qu'ils ont tellement assassiné les gens. Et que les autres tribus ne les veulent plus. Et si je dois poursuivre, M. Perrin, si vous permettez. Obenga dit, ou c'est la soumission ou c'est la scission. Je vais poser la question, au cas où il y a la scission, les nordistes, les autres groupes au nord, à accepter d'être soumis par les Mboshi avec tous les crimes qu'ils peuvent commettre sur eux? Voilà la vraie question. Alors, moi, ma question, je suis un peu curieux de savoir comment se fait-il que
l'élite congolaise. Hein. Je prends tout le monde parce que de toute façon, autour de Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas que les compatriotes de la partie nord, il y a aussi ceux, bien entendu, de la partie sud, on peut les citer, hein, on les connaît, et c'est d'ailleurs les plus zélés de ce système. Mais ma question était de savoir comment cette élite ou ces supposés intellectuels ou officiers de l'armée congolaise se laisse-t-il manipuler par un homme comme Denis Sassou Nguesso qui, durant tout, en fait, ses mandats, j'allais dire, n'a fait que commettre des crimes et manipuler des ethnies, mettre des ethnies en confrontation, manipuler les officiers, manipuler les intellectuels. Parce que lorsqu'on lit finalement sa déclaration de Talanga, bien entendu, telle que vous venez de l'évoquer, c'était, je crois, à l'hôpital, à la clinique, ça doit être la dispensaire Mariangwabi à Talangaï. Il y a un passage, ou sinon un extrait où il dit, je préfère le citer, « S'il m'arrivait à mourir à 11 heures, sachez-le qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. » Il poursuit en disant « Tous nos villages seront brûlés, tous nos parents qui sont à Brazzaville comme à Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui vont suivre. » Alors, quand Denis Sassou Nguesso a tenu un tel discours, pourquoi est-ce que cette élite, comme je le disais, ces intellectuels, ces officiers de l'armée congolaise, dans la plupart des cas, des colonels, des généraux ou des capitaines, n'arrivent-ils pas à faire ce discernement pour comprendre que ceci est une manipulation? Parce que dans la suite du texte, dans la suite, bien entendu, de son discours, je vais terminer par là, il dit « Donnez-moi vos enfants ». En fait, il demande à ses parents de lui donner les enfants. Donc, donnez-moi donc vos enfants. J'ai besoin d'hommes pour assurer votre sécurité. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Pathétique, non? Eh oui, mon cher Perrin. Vous voyez, ça dit long, ça en dit long. Et ça, c'est à partir de là que les gens intelligents pouvaient déjà se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, vous voyez, il parle de toute la partie nord. Pourquoi il parle de toute la partie nord, d'après vous? Mais c'est parce qu'il a mutualisé les crimes et avec ces crimes, il a donné des contreparties, d'accord? Alors que certains disent que ce n'est pas tout le nord. Mais là, lui, quand il parle de tout le nord. Il parle de tout le nord. Oui, mais tout à l'heure, on vient de voir qu'évidemment, voilà pourquoi ma curiosité, c'est de savoir, parce que dans le même temps, il peut s'en prendre aussi aux parents, aux compatriotes du Nord. Nous avons cité tout à l'heure le cas, par exemple, du capitaine Pierre Anga. Il n'a pas hésité de brûler ses villages, de tuer les populations dans la partie Nord. Et moi, je me dis, en fait, comment faut-il faire finalement pour faire comprendre à toutes les populations, bien entendu, du Congo-Brazzaville, du Sud comme du Nord, que finalement, il y a un monsieur qui est là, qui manipule tout le monde, qui manipule les esprits, les ethnies, comme vous l'avez dit, et comment faire pour ne plus se laisser prendre par ce monsieur? Ben oui, mon cher Perrin, vous posez une très bonne question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez ce monsieur, parce que il faut, j'allais dire, il faut vraiment le dénuder. Il faut le dénuder pour que les populations du Nord et les populations du Sud s'éveille à voir que véritablement, la personne qui est l'ennemi de l'autre, donc au nord comme au sud, ce n'est pas le sud qui est l'ennemi du nord ou le nord qui est l'ennemi du sud. C'est quelqu'un qui utilise la richesse de la multicommunauté qui existe au Congo, non pas pour assurer un développement harmonieux entre nous, mais simplement pour détruire ce développement au fin que lui s'accapare du pouvoir. Parce que tout son problème, c'est le pouvoir. Vous voyez? Et lorsque vous entendez dans le langage des gens du Nord aussi, ils sont toujours en termes de pouvoir. Nous devons avoir le pouvoir. Pour en faire quoi? Pour tuer, pour piller. Est-ce que c'est ça le rôle d'un pouvoir? Et donc, du coup, ils se rendent coupables d'une conscience criminogène qui fait que M. Sassou trouve refuge en eux. Voilà pourquoi il tient ce discours-là. Donnez-moi vos enfants.
Si moi, à 11 heures, je suis parti, vous n'y serez plus. Mais par rapport à quoi? Et ces enfants-là, pour aller faire quoi? Pour aller tuer les autres? Donc, vous voyez, ce qu'il faut savoir quand même, et ça, c'est, je crois, la chose la plus importante. Derrière les tribus, derrière les ethnies, il y a des hommes, il y a des personnes. Ce n'est pas des moutons, ce n'est pas du bétail. Mais M. Sassou, qui se définit lui-même comme étant un animal, le léopard derrière la maison, vous vous rappelez? Il veut rendre tout le monde, et il veut prendre tout le monde pour des animaux, parce qu'il n'a rien d'humain. Donc, peuple, les tribus du Nord, les tribus du Sud, nous sommes plutôt une richesse en nous unissant, plutôt qu'en nous écartant, en nous rejetant, au profit de qui? D'un minable criminel de la pire espèce, un Sassou. Vous allez lire plutôt au profit, évidemment, de la famille Sassou Nguesso, même pas du clan, parce que là, on parle par exemple de la révision constitutionnelle, où derrière cette initiative, tout le monde sait, c'est une manière d'imposer son fils Denis Christel Sassou Nguesso, alors que Denis Sassou Nguesso a profité des services, par exemple, de son parti, le Parti congolais du travail, et de ses amis, de ses collaborateurs qui ont fait qu'il arrive au pouvoir. Et le voilà aujourd'hui qui surprend tout le monde. Et donc, contre toute attente, monsieur veut imposer son fils par tous les moyens pour le succéder. Je crois qu'à ce niveau-là, les gens devraient comprendre que Denis Sassou Nguesso a finalement tout autre programme ou tout autre plan que ce que ses collaborateurs immédiats, bien entendu, je parle des officiers qui l'entourent, mais aussi de quelques caciques de son parti qui l'entourent, que Denis Sassou Nguesso n'est pas pour la République du Congo. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Et d'ailleurs, s'agissant de la question de son enfant, il veut être héritier de quoi? Des crimes commis par son père, parce qu'il ne peut être là que parce que son père a commis des crimes. Donc, il est potentiellement un receleur des crimes et des pillages commis par son père. Et qu'on ne vienne pas dire, ah non, le fils n'a rien à voir. Non. Il n'est ce qu'il est qu'à cause ou grâce aux crimes commis par son père. Et donc, s'il hérite de ça, il n'est qu'un receleur. Il faut que ça soit... Maître, il y a quelqu'un qui disait, puisque Denis Sassou Nguesso s'est imposé par les armes depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de toute façon, on a parlé tout à l'heure de l'assassinat de Mariam Gwabi et de tout ce qui s'en est suivi d'ailleurs, l'assassinat du cardinal Émile Benda, de Massamba Deba et de bien d'autres. Et plus loin, on voit aussi d'autres assassinats. Alors, pour se maintenir, il a dû, et c'est la conférence d'ailleurs nationale qui le dit, il a dû commettre des milliers de crimes. Alors, je suppose, et ce monsieur me dit, alors, si son fils succède à son père, cela veut dire que lui aussi, pour se maintenir, devra commettre les crimes. Alors, dans son cas à lui, il faut qu'il fasse le double. Qu'en pensez-vous? Mais bien sûr, mon cher Perrin, monsieur Sassou a créé ce que j'appelle l'État tribalicide. C'est un tribalicide de ce type-là. Il doit avoir plus d'1 million ou de 2 millions de tués. Parce que quand vous prenez simplement, on prend simplement les disparus du BIS, nous sommes déjà à peu près à 300. Le sommeil qui est réveillé, nous sommes à 400. On n'est pas loin du million. Nous sommes à 400 000, bien sûr, 400 000. On n'est pas déjà loin du million. Et maintenant, regardez tous les crimes en passant par celui, par exemple, du 4 mars, où, dont le but n'était que de tuer Nsourou. Je reviens encore là-dessus. Je sais que ça ne plaît pas trop, mais ce n'était que ça. D'accord? Et donc, ce fils-là, il vient à travers... Et bien entendu, et les expéditions dans le Poul, bien entendu. Bien sûr, le petit matin qui avait instauré le petit matin, c'est bien lui. D'accord? Et donc, l'enfant fait venir sur la base de quoi? Sur la base de quelle constitution? Mais la constitution de 2015 dont on parle là, c'est un pacte d'esclavage. Hein? Voilà pourquoi je dis au peuple congolais, la constitution de 2015, 2002, c'était des pactes d'esclavage. C'est-à-dire, comment pouvions-nous considérer qu'un minable criminel Sassou, à lui tout seul, est un constituant? Parce que c'est ça que ça veut dire. Hein? Quand on dit la constitution de Sassou,
Ça veut dire que ça soit un territoire, il a un peuple et il a le pouvoir. Donc nous, qui avions voté tous, au nord comme au sud, sans contrainte, la Constitution de 92, celle-là, celle voulue donc par le peuple souverain, la souveraine raison du peuple, qui est 92, celle-là, un individu peut venir l'enlever et lui nous imposer sa volonté. Et nous devons accepter. Mais enfin, et il nous impose quoi? Un pacte d'esclavage. Enfin, il y a un problème là. Les cadres du Sud et du Nord, il y a un problème. Moi, je vous dis que s'il vous prend tous pour des idiots, sauf moi. Ça, je le redis encore. Sauf moi, parce que je sais par où il est passé. Et je sais dans quel coin et recoin il se cache. Je redis encore. Nous devons commencer le tsunami des plaintes. L'affaire Marien Ngouabi doit rebondir. Madame Céline Ngouabi doit déposer plainte. Sinon, on la prendra pour complice de l'assassinat de son mari. Mais bien curieusement, elle a un enfant avec Denis Sassou Nguesso, cette fille qui s'est mariée il n'y a pas très longtemps. Là. Alors, si le parrain du mariage, d'ailleurs, était... Monsieur Perrin, je vous crois. Vous imaginez donc la femme du président de la République qui a fait commerce avec un tiers, qui est donc l'amant. Et donc, l'on peut conclure finalement, l'assassinat de Marien Ngouabi, ce n'était pas l'assassinat du Kouyou Ngouabi, mais c'était l'assassinat simplement de la complicité entre l'amant et la maîtresse sur le mari. Mais vous vous rendez compte, si cela était vrai, le nombre de gens qui sont morts, la tribu Kouyou qui se trouve aujourd'hui exposée à des crimes qu'ils n'auraient peut-être jamais commis. Madame Céline Ngouabi doit être entendue de ce point de vue. Elle doit être entendue et immédiatement parce qu'elle est complice finalement. De par son acte, si tel est le cas, je dis bien, si tel est le cas, par son acte, le Congo a chaviré jusqu'à aujourd'hui. C'est l'acte simplement d'une jambe, d'une partie de jambe en l'air qui a mené le pays à ce point. Alors c'est grave. Mais j'espère que ce n'est pas ça. Non, mais maître, évidemment, peut-être que nos téléspectateurs aussi ne croient pas. On va donc vous proposer un extrait du mariage de la fille de Sassou Nguesso et Céline Ngouabi, qui s'est mariée tout dernièrement. Et puis, on revient sur notre plateau. Suivez. Le carnet rose de ce journal magazine, Dominique et Roger ont scellé leur destin pour la vie, ceux en présence de leurs parents respectifs, parmi lesquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. La cérémonie a eu lieu à Kintele. Reportage signé Roch Kiamba. Roger et Dominique, qui vivent en communauté depuis près de 30 ans, ont décidé de sceller leur destin pour le meilleur et pour le pire dans cet univers de Dieu le Père, devant un parterre d'illustres hôtes, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. Dominique, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Roger, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. À cette occasion, une messe de bénédiction nuptiale a été dite à Kintele, au Centre international de conférences dans la partie nord de Brazzaville. Exhortant le peuple de Dieu sur l'évangile du jour, le prélat catholique a centré son message sur l'accomplissement de la loi divine qui dit, je cite, « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. » L'homme de Dieu a en outre demandé au Très-Haut de donner à Roger et à Dominique de se garder l'un et l'autre afin qu'ils vivent dans l'amour mutuel. Et c'est dans cette ambiance fraternelle et conviviale de la chorale Angélus de la paroisse Notre-Dame de Fatima que cette cérémonie a vécu. Bien, voilà, maître, nous étions là, donc vous avez suivi, je crois que les éléments sont là, les images parlent, hein, et c'est 1000 fois mieux que la parole. Oui, alors, c'est comme vous avez dit, donc finalement, c'est une affaire, disons, de lit qui a entraîné le Congo dans ce que nous vivons aujourd'hui. Non, mais monsieur Perrin, j'avoue, j'espère vraiment que ça ne doit pas être ça. J'espère vraiment. Parce que si c'est ça, vous vous rendez compte comment les tribus se sont
pratiquement mutilés et ils s'affrontent jusqu'à aujourd'hui avec même l'affaire du 5 juin, mais je reviendrai plus tard. Vous vous rendez compte que notre malheur part de cet acte-là, si c'est cela. Mais, quoi qu'il en soit, M. Perrin, Céline Ngouabi doit être interpellé et il doit être entendu. Il doit être entendu. Parce que ce que vous dites là n'est peut-être pas faux. Vous vous rappelez dans l'histoire de Marie Ngouabi, on dit que lorsqu'il est assassiné, il fallait une nouvelle tenue. Vous vous rappelez? Il fallait qu'on apporte une tenue. Mais pensez-vous que si Céline Ngouabi avait donné une tenue, il aurait donné la tenue à qui? À quelqu'un, oui. Non, à quelqu'un en qui elle avait confiance. Naturellement, oui. Et voilà. Et si cette hypothèse est avérée, ça veut dire que Céline Ngouabi avait remis la tenue sur la demande de qui? De Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso savait que Mariam Ngouabi venait d'être assassinée dans un lieu que lui connaissait. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Mariam Ngouabi et le docteur Koukambemba nous dit, quand on l'a mené à l'hôpital, il était propre, avec une tenue, je crois, Bordeaux, un truc Bordeaux comme ça qu'il avait dit. Mais c'était propre. Il n'y avait pas de sang. Alors que le corps était criblé, je ne sais pas si c'était des larmes blanches ou des balles, je n'en sais rien, mais la tenue était neuve. Mais qui avait apporté cette tenue? Céline Ngouabi devrait dire ça. Qui était venu lui demander la tenue qui avait permis de changer le président Mariam Ngouabi de sa première tenue par la deuxième tenue? Donc, les enfants Mariam Ngouabi, les parents Mariam Ngouabi, et j'hésite un peu de le sortir, mais je veux simplement dire, les sages Kouyou, parce qu'il s'agit de leur fils quand même, les sages Kouyou doivent avoir la possibilité d'ester en justice. Parce qu'on ne peut pas permettre à un Mboshi de tuer les cadres des autres ethnies. Pour quelle raison? Simplement parce qu'il doit être au pouvoir. Mais ce n'est pas ça le sens du pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Il a passé le temps à tuer les cadres de tous les côtés. Et aujourd'hui, ces cadres-là sont devenus des cadres médiocres qui le suivent. Donc, ils sont même plus médiocres que Sassou. Ils sont plus médiocres que Sassou. Sassou les a rendus médiocres. Que des gens qui ont appris, vous pouvez être derrière l'un des plus grands criminels de la fin du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, dans notre pays. Donc, alors, Maître Ganga, je crois que le temps qui nous est imparti est pratiquement à la fin. On va conclure. Et donc, j'étais en train de me dire, bon, finalement, on comprend très bien que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui utilise, en fait, qui commet des crimes pour finalement accuser les ethnies et les mettre en opposition. Question de continuer à régner, comme qui dirait, diviser pour mieux régner. Et ça, je crois que les Congolais devront le comprendre, qu'ils soient du sud, du nord, de l'est à l'ouest, pour ne pas se canarder entre eux, mais de savoir que finalement, il y a quelqu'un qui est là et dont il ne faut jamais tomber dans son piège, qui serait donc Denis Sassou Nguesso, parce que quelqu'un s'y me disait, si réellement le pouvoir était le pouvoir du Nord, alors pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il fait arrêter le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est, bien entendu, son collaborateur immédiat, qui était son collaborateur immédiat, mais qui est aussi de la partie Nord. Si donc le pouvoir était du Nord, alors il n'y avait pas de raison qu'on arrête le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc on comprend très bien que finalement, tout ça n'est que de la manipulation. Aux Congolais donc de prendre conscience et de comprendre que finalement, il faut commencer à s'interroger, à se poser des vraies questions pour ne pas continuer à tomber dans le piège de Denis Sassou Nguesso. On va donc conclure, Maître. Au départ, j'ai posé la question, à qui pouvait profiter le crime de la profanation de la tombe? Et est-ce que le contexte actuel peut faire de sorte qu'on puisse relancer donc les procès, notamment sur Mariam Ngouabi, l'assassinat de Mariam Ngouabi, Émile Benda, Massamba Deba et tous ceux qui ont été finalement exécutés en cette période d'ailleurs. Mon cher Christian, on le demande, je le redis encore avec force, tous les crimes de 77, les parents, les membres de famille ont l'obligation aujourd'hui, pour ne pas
tomber dans la complicité de détournement de deniers publics parce qu'on ne sait pas, ces familles qui n'ont pas déposé plainte jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ont jamais déposé plainte? Mais venons-en à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au truc, comment on appelle ça? La manipulation de la tribu. Mon cher père, retenez ce que je vais dire et je vais le répéter. Les crimes qui sont commis par M. Sassou sont des crimes tribaux. Je dis bien, les crimes commis par M. Sassou sont des crimes tribaux, comme ici en France lorsqu'on parle des crimes antisémites. Crimes tribaux qui lui permettent donc d'éveiller, de susciter la révolte de la tribu contre les autres qui sont accusés comme étant les auteurs de ce crime-là. Le crime Marien Ngouabi n'est pas un crime contre Marien Ngouabi, mais c'est un crime tribal contre un Kouyou. Ce qui fait qu'il peut dire que les Bakongo ont tué. Le crime du cardinal est un crime tribal pour accuser les Kouyous que c'est eux qui étaient à l'origine de ça. Donc, jusqu'à ce jour, sur les 40 ans que vous voyez, les crimes commis ont une connotation de crime tribal, ce qui permet de susciter la révolte, ou du moins d'attirer les tribus à s'organiser pour pouvoir aller se venger. Parce qu'ils sont dotés, ces crimes tribaux sont dotés d'instinct animal, parce qu'ils ne connaissent pas la justice. Sassou évite que ces crimes-là soient saisis par la justice. Voilà pourquoi il arrive à manipuler les ethnies, puisque la justice est absente de ça. Et Sassou le sait, que si la loi se mêle dans les crimes qu'il commet, eh bien vite fait, on saura que c'est lui qui est à l'origine. D'où les commissions d'enquête dans l'affaire Marien Ngouabi, les commissions d'enquête dans les explosions de ce que vous connaissez, les cinémas, les commissions d'enquête dans les explosions de Mpila. Donc, il faut retenir cela. Refusons maintenant les crimes tribaux pour que la loi s'investisse et qu'on sache qui est à l'origine de ça. Mais Sassou est aujourd'hui à l'origine de tous les crimes. Tous les mots que nous connaissons aujourd'hui, c'est lui. Et les cadres du Nord, les populations du Nord, je vous le redis encore, les crimes qui sont commis sont des crimes tribaux. Voyez-vous vous-même, pour illustrer. Sassou dormait pour lui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu m'attaquer. Lesquels se sont levés? Donc, vous voyez, il a manipulé le fait qu'il a été attaqué alors qu'il s'agissait d'être interpellé du crime qu'il a eu à commettre à Ouando contre un Kouyou. Est-ce que vous voyez? Il s'agissait d'interpeller M. Sassou qui avait commis un crime à Ouando après avoir commis un délit de fuite est venu se cacher. Mais voilà ce qu'il dit, on est venu m'attaquer et les populations, conformément à ce discours de Talangaï, les populations du Nord se sont retrouvées avec des armes pour défendre qui? Défendre le sommeil d'un minable criminel. Et cela permet, si vous voulez, de construire toujours la haine entre le Nord et le Sud. Première partie de la haine, monsieur Perez, si vous voulez que j'aille très vite, je veux conclure. Première partie, le crime tribal de Marien Ngouabi a suscité cette période de 77 jusqu'à 92, la haine du Nord contre le Sud, ou la haine du Sud contre le Nord. D'accord? Lorsque la situation s'arrange un peu, donc la transition, les élections, Sassou trouve le moyen de dire qu'on est venu m'attaquer. Paf! Et donc, c'est la deuxième génération des jeunes qu'on forme maintenant parce que la génération de la haine de Marien Ngouabi, pratiquement, ont tous vieilli. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont tous vieilli. Ils sont en train de partir. Donc, il fallait créer une nouvelle jeunesse, une nouvelle équipe de la partie Nord qui doit entretenir la haine, qui va être accompagnée par qui? Par son fils. Son fils viendra sur les oripeaux de cette haine-là et va diriger exactement comme son père. Et nous irons donc à 50 ans. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Parce que ceux qui ont pris les armes le 5 juin, c'est une nouvelle génération de la haine que Sassou a cristallisée sur le Sud.
et vice-versa. Vice-versa. Mais, peuple du Nord, peuple du Sud, est-ce que un couillou était-il permis qu'il restât impuni pour que vous preniez les armes et allez défendre le sommeil d'un minable criminel comme Sassou? C'est à vous d'en juger. C'est à vous d'en juger. D'où la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel de 92 comme au Sud, parce que cette constitution consacre de façon, j'allais dire, marbrée, nos droits créances. Au Nord comme au Sud, nous avons désormais besoin simplement des citoyens. Les crimes tribaux doivent disparaître au profit simplement peut-être des crimes par passion qui peut arriver, mais la loi devra intervenir pour sanctionner. La loi encore devra intervenir pour sanctionner. Et pour terminer sur cette phrase de la loi et éviter que la tribu, les crimes tribaux ne soient encore au centre de notre antithèse, notre vie, j'allais dire, séparée entre le Nord et le Sud, je dirais simplement qu'il n'y a rien de plus opposé à la justice que le sentiment. Le sentiment de se dire « je suis du Nord, donc le gars du Sud est mon ennemi ». Le sentiment de se dire que je suis du Sud, celui du Nord est mon ennemi. Non, non. La souris du Nord, la souris du Sud, notre chat, c'est le même. C'est celui qui nous mange. Nous devons le déguerpir. Nous devons le déguerpir. Et il n'est plus question de laisser faire ça. Peuple congolais, aidez-nous à vous aider. Parce que maintenant, on sait par où M. Sassou se cache. Tous les recoins, commencez d'abord par déposer vos plaintes. N'ayez pas peur. L'affaire du 4 mars, déposez le plainte. L'affaire de la... Comment j'appelle ça? Du bombardement de l'attaque chez le colonel Tsuru. Les parents qui ont perdu les enfants chez le colonel Tsuru. Déposez les plaintes. Déposez les plaintes. Et par ailleurs, enfin, un autre élément. Est-ce que l'Église catholique, lors de l'assassinat du cardinal, avait-elle fait? Est-ce qu'elle avait écrit au pape de la même façon que Sassou l'avait fait? Parce que s'ils ne l'ont pas fait, ils doivent écrire au pape pour dire l'auteur de crime contre le cardinal Émile Bayinda, c'est bien Sassou. Je dis bien, c'est bien Sassou. Que l'Église catholique le retienne et que le considère comme dit, parce que je connais comment fonctionne le système de Sassou et comment je suis parti le débusquer dans les coins les plus reculés. Sassou est maintenant à notre portée. Peuple du Nord, peuple du Sud, ne rentrez plus dans la haine des crimes tribaux. Ne rentrez plus dans la haine des crimes tribaux et vous verrez qu'un soleil est en train de jaillir pour nous tous, au Nord comme au Sud. L'ordre constitutionnel 92 va nous éclairer tous parce qu'il fait de nous des égaux devant la loi. Merci, mon cher Perrin. Et c'est sur ces mots-là que je termine. En tout cas, merci beaucoup, Maître Abédé Ngonga. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous intervenez là sur l'affaire de la profanation de la tombe du cardinal Émile Bayinda. Bien entendu que nous avons voyagé pour regarder d'autres éléments qui, en fait, des éléments similaires, d'autres crimes, bien entendu. Et à la fin, on peut retenir que finalement, c'est une interpellation à la population congolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest, de prendre conscience et de comprendre que finalement, ils ont un même ennemi et qu'il n'est pas en fait normal, qu'il ne sert à rien de se canarder entre ethnies parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui profite de toutes ces situations. En tout cas, merci de nous avoir suivis, mais aussi j'allais rappeler que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le pouvoir était du Nord, pourquoi a-t-on donc arrêté le général Jean-Marie Michel Mokoko qui avait finalement gagné l'élection présidentielle de 2016 et pourquoi on a arrêté donc Okombi Salissa qui lui aussi s'est érigé contre Denis Sassou Nguesso. Donc il y a bien de part et d'autre, au Nord comme au Sud, des compatriotes qui pensent qu'il faut libérer le pays, qu'il faut libérer le Congo-Brazzaville et donc à la population de prendre également cette conscience ou de prendre conscience de tout cela afin de libérer le Congo, comme on l'a dit tout à l'heure,
il y a un soleil qui veut briller sur le Congo, alors profitons de l'occasion. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, fidèles internautes. Merci d'avoir été avec nous. C'est aussi l'occasion pour moi de vous renouveler donc mes voeux du nouvel an 2022. Qu'elle vous apporte santé, bonheur, mais aussi longévité. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.